Da Beach 1870. Comment 2800 Français tinrent tête à 21 000 Prussiens dans la forteresse qui ne tomba jamais. Imaginez la scène, nous sommes le 31 décembre 1870. Vous êtes debout sur les remparts gelés de la forteresse de Beach, à l'est de la France, tandis que la plus puissante armée d'Europe encercle votre position. La neige tombe, dans ce froid mordant, votre souffle se change en nuée blanche. Vous distinguez les feux de camp de 20 000 soldats prussiens, parsemés dans la vallée comme une constellation de haine. Ils disposent de l'artillerie la plus moderne du monde, ils ont des munitions à profusion, ils ont le temps. Vous avez 2800 hommes, des vivres qui s'amenuisent, et un commandant qui vient de vous dire quelque chose qui semble complètement insensé. Il a lu l'ultimatum prussien, l'a froissé en boule et l'a jeté au feu. Puis, il s'est tourné vers vous et a dit « Nous ne capitulerons pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ils devront prendre cette forteresse pierre après pierre, et chaque pierre leur coûtera du sang. Vous devriez être terrifiés. Votre famille se trouve quelque part derrière les lignes ennemies. La France a déjà perdu la guerre. Paris est assiégé, l'empereur est prisonnier. Toutes les autres places fortes de l'Est ont déjà capitulé. Et pourtant, en voyant le commandant Louis Théillier se tenir là, à la lueur des torches, refusant de plier, refusant de rompre, vous sentez monter en vous quelque chose d'inattendu. La fierté. Car vous êtes sur le point d'entrer dans l'histoire de la seule forteresse française qui ne tombera pas. Vous êtes sur le point d'écrire un récit qui résonnera dans l'histoire pendant 150 ans. Les Prussiens s'imaginent avoir déjà gagné. Pour eux, ce n'est plus qu'une formalité. Ils vont découvrir qu'il y a une différence entre vaincre une armée et briser l'esprit de la France. Et dans l'hiver glacé de 1870, au cœur d'une forteresse perchée sur une colline dont nul, hors de Lorraine, n'avait jamais entendu parler, cet esprit s'apprête à brûler plus ardent que tous les canons prussiens réunis. Pour comprendre pourquoi cette forteresse comptait tant, il faut d'abord mesurer ce qui venait d'arriver à la France. L'année 1870 devait être un moment de gloire française. Napoléon III, neveu du grand empereur, régnait sur la France. L'armée française passait pour la meilleure d'Europe, aguerrie par les campagnes de Crimée, d'Italie et du Mexique. Les généraux français parlaient avec assurance d'une marche sur Berlin en quelques semaines. La réalité fut catastrophique. En juillet 1870, la France déclara la guerre à la Prusse pour une offense diplomatique. C'était un piège. Otto von Bismarck, le chancelier prussien, préparait cette guerre depuis des années. Il voulait unir les États allemands sous la houlette de la Prusse et avait besoin que la France apparaisse comme l'agresseur. Les Français mordirent à l'hameçon. Ce qui suivit ne fut pas une guerre. Ce fut le démantèlement méthodique de la puissance militaire française. L'armée prussienne était une machine fondée sur 3 innovations révolutionnaires. Des fusils modernes à chargement par la culasse, une mobilisation rapide par chemin de fer et un système d'état-major coordonnant les mouvements avec une précision terrifiante. Les Français avaient du courage. Les Prussiens avaient la logistique. Le 2 août 1870, la première grande bataille éclata à Wissembourg. Les Français furent écrasés. 2 jours plus tard, à Wörth, un autre désastre. Puis vint Spicheren, puis Borny, puis la catastrophe de Gravelotte. Le scénario était toujours le même. Les soldats français se battaient avec une bravoure désespérée, chargeant à la baïonnette sous le feu des fusils, tombant par rangées comme du blé sous la faux. Mais le courage sans stratégie n'est qu'un suicide coûteux. L'artillerie prussienne, positionnée avec une précision mathématique, déchiquetait les formations françaises avant même qu'elles aient seulement le temps d'engager le combat. Le 1er septembre 1870, l'impensable se produisit à Sedan. L'empereur Napoléon III en personne fut fait prisonnier avec plus de 100 000 soldats français. L'Empire s'effondra du jour au lendemain. Paris proclama la République et jura de poursuivre le combat, mais la réalité du terrain était brutale. Les armées prussiennes déferlèrent sur l'est de la France comme une crue. Elles prirent Strasbourg, elles assiégèrent Metz. Elles encerclèrent Paris. Et sur leur chemin se dressaient des dizaines de forteresses françaises, de vieux forts en étoiles construits sous le règne de Louis XIV par le brillant ingénieur militaire Vauban. Une à une, ces forteresses capitulèrent. Non pas faute de murs ou de canons, mais faute d'espoir. Quand votre pays a perdu toutes les grandes batailles, que votre empereur est prisonnier, que votre capitale est encerclée, à quoi bon tenir une forteresse au milieu de nulle part ? C'est la question qui se posait à chaque commandant de garnison dans l'est de la France. Et un par un, ils prirent la décision logique. Ils négocièrent les conditions, ils sortirent avec les honneurs, ils rentrèrent chez eux, sauf un homme. Le commandant Louis-Charles-Antoine Théillier, chef de la garnison de la forteresse de Bitche. Louis Théillier avait 52 ans en 1870. Ce n'était pas un général célèbre. Il n'avait jamais commandé une armée de campagne ni remporté de victoires éclatantes. C'était un officier de carrière qui avait passé sa vie dans l'univers peu flamboyant du service de garnison et du génie des fortifications.
Il connaissait les murs, les dépôts de ravitaillement et l'implacable arithmétique de la guerre de siège. Les Prussiens consultèrent son dossier personnel et y virent un bureaucrate. Il se trompait lourdement. Tellier naquit en 1818 dans les Vosges, fils d'un petit fonctionnaire. Il entra à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et en sortit sans distinction particulière. Sa carrière fut une lente ascension dans les grades, lieutenant, capitaine, commandant. Il servit en Algérie, combattant la résistance d'Abd-el-Kader, où il apprit que les guerres ne se gagnent pas à coups de charges glorieuses, mais en contrôlant les points d'eau et les lignes de ravitaillement. Il servit dans la guerre de Crimée au siège de Sébastopol, où il vit les défenseurs russes tenir 337 jours contre un rapport de forces écrasant. Il apprit qu'une forteresse n'était pas seulement de la pierre et des canons. C'était la volonté des hommes qui s'y trouvaient. En 1870, Tellier avait été affecté au commandement de la forteresse de Bitch, une affectation que tous considéraient comme un poste de second ordre. Bitch n'était ni Paris ni Strasbourg. C'était une petite ville fortifiée près de la frontière allemande, entourée de forêts et de collines. La forteresse elle-même était impressionnante, un vaste fort en étoile juché sur une falaise de grès rouge dominant la vallée en contrebas. Mais elle ne contrôlait aucun passage fluvial vital ni aucun grand axe. Elle était utile sur le plan stratégique mais pas décisive. Quand la guerre éclata, Tellier vit les désastres se succéder avec une horreur grandissante. Il reçut l'ordre de se préparer au siège. Il fit plus que se préparer, il devint obsédé. Il inspecta lui-même chaque emplacement de canon. Il entraîna sa garnison sans relâche. Il accumula vivres, munitions et matériel médical avec la paranoïa de celui qui savait ce qui l'attendait. Ses officiers le jugèrent excessif. Après tout, la guerre serait finie en quelques semaines. La France l'emporterait. Mais la France ne gagna pas. À mesure que les nouvelles empirèrent, Tellier prit une décision qui allait tout déterminer, il ne se rendrait pas. Ni pour sauver sa propre vie, ni pour épargner ses hommes, pas même sur ordre du gouvernement agonisant de Paris. Il connaissait son histoire. Il savait que, pendant les guerres napoléoniennes, des places fortes, tenues derrière les lignes ennemies, avaient immobilisé d'énormes forces adverses. Une garnison obstinée pouvait contraindre l'ennemi à laisser des milliers d'hommes dans des lignes de siège plutôt que de les envoyer au front. Tellier comprenait que, même si la France avait perdu la guerre en rase campagne, la guerre des places pouvait continuer. Et si assez de forteresses tenaient, elle pouvait saigner la Prusse à blanc. C'était une stratégie désespérée, sans doute vaine. Mais c'était tout ce qu'il restait à la France. Ainsi, lorsque les armées prussiennes investirent Bitch au début d'août 1870, Tellier était prêt. Sa garnison comptait d'environ 2800 hommes, infanterie de ligne, artilleurs de place, ingénieurs du génie et une poignée de volontaires civils qui refusèrent d'évacuer. Face à eux, les Prussiens déployèrent d'abord 8000 hommes. Quand cela se révéla insuffisant, ils en amenèrent 12 000 de plus. L'arithmétique était impitoyable, 7 contre 1. Mais Tellier avait quelque chose que les Prussiens ne pouvaient pas calculer. Il avait des murs bâtis par Vauban, le plus grand ingénieur militaire de l'histoire. Et il avait quelque chose de plus précieux encore, il avait décidé que la mort valait mieux que la capitulation. La forteresse de Bitch était un chef-d'œuvre de l'ingénierie militaire. Et pour comprendre pourquoi elle tint quand tant d'autres tombèrent, il faut comprendre comment fonctionnait une forteresse de Vauban. Sébastien le Prestre de Vauban était le principal ingénieur militaire sous le règne du roi Louis XIV. Entre 1670 et 1707, il conçut ou renforça plus de 300 forteresses à travers la France. Ces conceptions étaient révolutionnaires parce qu'elles prenaient en compte les mathématiques de l'artillerie. Au Moyen-Âge, les murailles étaient hautes et verticales. Les canons rendirent ces hautes murailles obsolètes. Un boulet de canon frappant une haute muraille de pierre la faisait voler en éclats. La solution de Vauban fut brillante, abaisser les murs, les épaissir et les incliner. La forteresse de Bitch, reconstruite selon les principes de Vauban dans les années 1770, en était l'illustration parfaite. La fortification principale trônait au sommet d'une falaise de grès rouge qui s'élevait à près de 100 mètres au-dessus de la ville. La falaise, à elle seule, constituait déjà un obstacle redoutable. Sculptée dans la roche et posée au sommet, s'étendait une massive citadelle en étoile, avec des murailles de 4 mètres d'épaisseur à leur point le plus étroit et jusqu'à 8 mètres au bastion. Les murailles n'étaient pas verticales. Elles étaient inclinées, selon des angles conçus pour dévier les tirs de canon. Si l'on tirait un boulet sur une muraille à la Vauban, il frappait en oblique et ricochait au loin, ou bien s'enfouissait dans la terre et les remblait au lieu de faire éclater la pierre. La forteresse comptait 5 bastions qui saillaient comme les pointes d'une étoile. Cette forme étoilée était essentielle. Elle supprimait les angles morts. De chaque bastion, les défenseurs pouvaient battre d'enfilade la longueur des courtines adjacentes, ce qui signifiait que toute troupe tentant d'escalader les murs se retrouvait prise sous des feux croisés venus de 2 directions à la fois. Au-dessous de la citadelle principale, la ville de Bitche elle-même était entourée de murailles plus basses et d'ouvrages avancés.
Ces ouvrages avancés étaient de des positions sacrificielles, conçues pour ralentir les assaillants et les contraindre à s'exposer aux tirs de l'artillerie de la citadelle. La forteresse abritait des casernes capables de loger 3000 hommes, d'énormes citernes pouvant stocker assez d'eau pour tenir des mois, des poudrières enfouies profondément dans la roche où même des tirs directs d'artillerie ne pouvaient les atteindre, et des magasins à vivres taillés dans le grès. Tellière avait rempli ses magasins. Il avait accumulé de la farine, de la viande salée, des haricots secs, du vin et même du café. Il savait qu'une garnison assiégée ne capitule pas parce que les murs s'écroulent. Elle capitule parce qu'elle n'a plus de vivres ou qu'elle perd l'espoir. Les vivres, il pouvait les contrôler. Il pouvait maîtriser l'espoir. La forteresse disposait de 32 pièces d'artillerie de calibres variés, allant de légères pièces de campagne à d'énormes canons de place capables de lancer des boulets de fer de 24 livres à près de 2 kilomètres. Ces pièces n'étaient donc pas disposées au hasard. Chaque champ de tir avait été calculé avec une précision géométrique. Les Prussiens ne pourraient pas s'approcher sans pénétrer dans une zone battue. Au début d'août 1870, lorsque les éclaireurs prussiens apparurent pour la première fois sur les collines autour de Bitche, Tellier donna ses derniers ordres. Tous les civils qui souhaitaient de partir étaient libres de le faire. Beaucoup restèrent. Tous les soldats qui souhaitaient déserter pouvaient partir sans sanction. Pas un seul homme ne partit. Il rassembla la garnison dans la cour principale et s'adressa à ses hommes. On n'a pas consigné ces paroles exactes, mais les témoignages des survivants en donnent l'essentiel. Il leur dit la vérité. La France avait perdu la guerre, Paris tomberait probablement, aucun secours ne viendrait. S'ils restaient, ils seraient encerclés, bombardés et peut-être affamés. Mais s'ils tenaient, ils immobiliseraient tout un corps prussien. Chaque soldat prussien occupé devant Bitche, c'était autant de soldats en moins pour marcher contre les civils français. Chaque obus dépensé contre Bitche était un obus de moins qui tomberait sur Paris. Il ne se battrait pas pour la victoire. Il se battrait pour l'honneur. Puis il demanda un vote à main levée, que tous ceux qui veulent rester lèvent la main droite. Toutes les mains se levèrent. Le siège de Bitche commença. Le commandant prussien chargé de réduire Bitche était le général Karl Eberhard Herwarth von Bittenfeld, un officier de cavalerie de 64 ans aux états de service impressionnants. Il avait combattu dans les guerres contre le Danemark et l'Autriche. Compétent, expérimenté, il était absolument persuadé que ce siège ne serait qu'une formalité. Son plan initial était simple: encercler la forteresse, couper le ravitaillement, exiger la capitulation. Si les Français refusaient, démontrer une puissance de feu écrasante par un bombardement d'artillerie soutenu. Quand ils comprendraient l'inutilité de la résistance, ils négocieraient les conditions. C'était le schéma qui avait fait ses preuves dans toutes les autres places fortes. Le 7 août 1870, von Bittenfeld envoya sa première sommation officielle de capituler. Un officier prussien s'avança sous drapeau blanc et remit un message écrit aux portes de la forteresse. Le message était poli, mais ferme. Il soulignait que la France avait été vaincue. L'empereur était prisonnier. Poursuivre la résistance n'était qu'une effusion de sang inutile. On offrait à la garnison des conditions généreuses. Elle pourrait sortir avec tous les honneurs militaires, conserver ses armes personnelles et rentrer chez elle comme prisonnier sur parole, s'engageant à ne plus reprendre les armes. Tellier lut le message. Il réunit ses officiers supérieurs. Ils discutèrent de l'offre pendant environ 3 minutes. Puis Tellier rédigea sa réponse. Elle tenait en une phrase: « J'ai des vivres, j'ai des munitions, j'ai l'ordre de défendre cette forteresse et je le ferai. » L'officier prussien rapporta ce message à von Bittenfeld qui le lut avec un mélange d'incrédulité et d'agacement. Il venait d'offrir à ces Français la vie sauve et l'honneur. Ils avaient choisi la mort à la place. Soit, s'ils voulaient y mourir pour une cause perdue, l'armée prussienne s'en chargerait. Von Bittenfeld ordonna de faire avancer son artillerie. Les Prussiens déployèrent leurs batteries de siège sur les collines qui entouraient Bitche, installant leurs pièces dans des ouvrages de terre soigneusement aménagés. Ils mirent en ligne leur fierté. Les canons Krupp en acier à culasse, l'artillerie la plus avancée du monde. Ces bouches à feu pouvaient tirer 3 fois plus vite que les canons français à chargement par la bouche et avaient une portée et une précision supérieures. Von Bittenfeld mit en batterie 24 lourds canons de siège et 40 pièces de campagne. 64 canons au total, tous braqués sur une forteresse garnie de moins de 3000 hommes. Le calcul paraissait écrasant. Le 10 août 1870, à 6 heures du matin, l'artillerie prussienne ouvrit le feu. Le bombardement se voulait une démonstration de force, un coup psychologique destiné à briser le moral français avant l'assaut proprement dit. Le vacarme fut apocalyptique. 64 pièces tirant en volée coordonnées produisirent un tonnerre roulant qu'on entendit à 30 km à la ronde. Les obus décrivèrent des paraboles dans le ciel d'été et s'écrasaient contre les murailles de la forteresse, sur la ville, en contrebas, jusque dans la paroi rocheuse elle-même. Fumée et poussière montaient en haute colonne. Les Prussiens tirèrent 6 heures d'affilée, ils tirèrent plus de 3000 obus.
Quand la fumée se dissipa et que les canons se turent, von Bittenfeld envoya en avant des observateurs munis de longues vues pour évaluer les dégâts. Ils rapportèrent, perplexes, les résultats. La forteresse était toujours là. Les murailles n'avaient été qu'égratignées. Quelques bâtiments de la ville basse étaient endommagés, mais la citadelle elle-même ne présentait presque aucun dégât apparent. Les parois inclinées avaient dévié les obus exactement comme Vauban l'avait prévu 2 siècles plus tôt. Von Bittenfeld était contrarié sans être inquiet. Ce n'était que le premier jour. Il ordonna de poursuivre le bombardement. Toute la semaine suivante, les pièces prussiennes envoyèrent des milliers d'obus sur Bitche. La fumée ne se dissipa jamais. Le fracas des explosions devint le bruit de fond ordinaire. À l'intérieur de la forteresse, Tellier parcourait chaque jour les remparts pendant le bombardement, s'exposant délibérément au feu ennemi. Il voulait que ses hommes voient qu'ils n'avaient pas peur. Il voulait qu'ils comprennent que les obus, si terrifiants fussent-ils, étaient tout pour l'essentiel inefficaces. Les épais murs absorbaient les coups. Les défenseurs restaient dans les casernements protégés et n'en sortaient qu'en cas de nécessité. Les pertes furent minimes, 3 tués, 17 blessés la première semaine. Les Prussiens avaient tiré environ 10 000 obus pour presque rien. C'est alors que von Bittenfeld comprit qu'il avait un sérieux problème. Le général prussien réunit son état-major en conseil. Les cartes étaient étalées sur une table dans sa tente d'état-major. Il exposa la situation avec une frustration croissante. La forteresse n'était pas comme les châteaux médiévaux qu'ils avaient réduits lors des campagnes précédentes. L'artillerie moderne, qui avait écrasé toutes les fortifications de Sébastopol à Strasbourg, rebondissait sur ses murs comme des cailloux sur un casque d'acier. Ses options étaient limitées. Il pouvait tenter un assaut d'infanterie frontale, mais les estimations de pertes faisaient frémir. Emporter une forteresse à la Vauban, sans avoir d'abord ouvert de brèches dans les murailles, obligerait ses soldats à gravir des parois à pic sous un feu d'artillerie concentré, puis à escalader, on ne sait comment, des murs défendus par des hommes, dotés de fusils, de canons et de munitions en quantité pratiquement illimitée. Son état-major avait calculé qu'un assaut réussi coûterait au moins 3000 hommes, hors de combat, probablement davantage. Il perdrait plus d'hommes à prendre cette seule forteresse que la Prusse n'en avait perdu dans certaines batailles entières. C'était inacceptable. La deuxième option était de poursuivre le bombardement en espérant que les murs finiraient par céder. Mais après avoir tiré 15 000 obus pour des résultats dérisoires, il devenait clair qu'il pourrait en tirer 50 000 et ne rien obtenir de plus. La troisième option était la famine. Encercler la forteresse, couper tout ravitaillement et laisser la faim faire son œuvre. C'était la stratégie classique du siège, efficace depuis des millénaires. Un seul problème, le temps. On était fin août 1870. Von Bittenfeld disposait de renseignements indiquant que la forteresse était bien approvisionnée. Le siège pouvait durer des mois. Pendant ce temps, il avait 21 000 soldats cloués dans des lignes de siège à ne rien faire, tandis que la guerre faisait rage ailleurs. Le haut commandement prussien exigeait déjà qu'il libère des troupes pour les opérations autour de Paris. Chaque jour perdu devant Bitche était un jour où ses troupes ne pouvaient pas être engagées dans des combats plus importants. Von Bittenfeld prit une décision. Il réduirait le corps de siège à une garnison minimale de blocus et déplacerait le reste de son armée vers des opérations plus utiles. Il laissa 8000 soldats prussiens dans des camps fortifiés autour de Bitche, avec ordre d'empêcher toute entrée ou sortie et de poursuivre un bombardement sporadique pour maintenir les défenseurs sur le qui-vive. C'était un compromis. C'était aussi l'aveu que la forteresse avait déjà atteint son objectif stratégique. Ces 8000 Prussiens ne combattaient pas dans la guerre principale. Ils étaient enlisés dans une impasse face à un commandant français qui refusait de se rendre. À l'intérieur de la forteresse, Tellier vit les forces prussiennes s'éclaircir et sourit. Il avait remporté la première manche, non par des charges héroïques ni par des tactiques de brillantes, mais par le simple refus obstiné de plier. Les Prussiens ne pouvaient pas prendre la forteresse rapidement. Ils ne pouvaient pas justifier les pertes qu'exigerait un assaut direct. Alors ils attendraient. Et pendant qu'ils attendaient, Tellier se préparait au vrai siège, celui de l'hiver. À mesure que l'automne cédait la place à l'hiver en 1870, le siège s'installa dans une routine sombre. Les Prussiens maintenaient l'étau, tirant de temps à autre quelques coups de canon pour rappeler aux Français qu'ils étaient toujours là. Ils battaient tous les villages des alentours, réquisitionnant vivres et fournitures, et faisaient bien comprendre à la population locale que quiconque serait pris à tenter de faire passer de la nourriture dans la forteresse serait fusillé. À l'intérieur de Bitche, Tellier gérait ses ressources avec la précision d'un comptable. Il instaura aussitôt un rationnement strict. Chaque soldat recevait une portion journalière calculée. 400 grammes de pain, 150 grammes de viande ou de haricots, un demi-litre de vin. De quoi survivre, pas de quoi être rassasié. Il faisait tourner la garnison entre différentes tâches pour éviter l'ennui et maintenir le moral.
Les servants d'artillerie s'exerçaient sans relâche, même s'ils tiraient rarement leurs canons. Les compagnies d'infanterie faisaient des exercices dans la cour. Les hommes du génie entretenaient murs et fortifications. Cette routine était essentielle. Dans un siège, l'ennemi n'est pas seulement les soldats au pied des remparts. L'ennemi, c'est le désespoir, l'ennui et la lente érosion de l'espérance. Tellier le savait. Il organisa des concerts où les soldats musiciens jouaient dans les casernes. Il autorisa les parties de cartes et les veillées de récits le soir. Il maintenait une discipline stricte, mais pas cruelle. Ceux qui enfreignaient de menues règles faisaient des heures de garde supplémentaires. Ceux qui faisaient preuve d'un courage ou d'un dévouement exceptionnel étaient publiquement cités et recevaient une ration de vin supplémentaire. Il créa, derrière les murs, une petite société où la vie continuait malgré tout. La forteresse publiait un journal manuscrit intitulé « Le Patriote de Bitche » qui consignait nouvelles, plaisanteries, poèmes et lettres des soldats à leurs familles. C'était de la propagande, mais c'était aussi une thérapie. Cela rappelait aux hommes qu'on ne les avait pas oubliés. Le plus dur, c'étaient les lettres. Les soldats écrivaient à des familles qu'ils n'avaient pas vues depuis des mois et qu'ils ne reverraient peut-être jamais. Les lettres ne pouvaient franchir les lignes prussiennes. Elles s'accumulaient donc dans des sacs entreposés dans la chapelle. Les hommes écrivaient quand même. Ils écrivaient pour maintenir le lien avec le monde au dehors, pour se rappeler qu'ils n'étaient pas seulement des défenseurs d'une forteresse, mais des pères, des fils, des frères, des maris. Tellier écrivait lui aussi à sa femme au gouvernement à Paris, au quartier général. Aucune ne pouvait être acheminée. Il les écrivait malgré tout, parce qu'écrire était un acte de foi. Un jour, le siège finirait. En novembre 1870, les premiers flocons commencèrent à tomber. La température passa sous zéro. Dans leur camp de siège, les soldats prussiens souffraient atrocement. Ils avaient des tentes et des feux, mais vivaient à ciel ouvert, exposés au vent et au froid. Les engelures et les pneumonies commencèrent à apparaître. Les Français, à l'intérieur de la forteresse, disposèrent de solides casernes de pierre avec des cheminées. Ils avaient fait des réserves de bois de chauffage pendant l'automne. Ils avaient le froid, mais ils ne gelaient pas. L'avantage avait de nouveau changé de camp. En novembre, les Prussiens adressèrent une nouvelle sommation de capituler. Celle-ci était plus dure. Elle rappelait que Paris était désormais assiégé, que le gouvernement français s'était réfugié à Tours, que la France n'avait plus aucun espoir de gagner la guerre. Elle proposait les mêmes conditions, sortir avec les honneurs, rentrer chez soi, jurer de ne plus reprendre les armes. La réponse de Tellier fut plus brève encore. Non, un seul mot. Aucune explication, aucune justification, rien qu'un refus. Von Bittenfeld, lisant le message à son quartier général, aurait jeté sa tasse de café contre le mur. Il ne comprenait pas à quoi ces Français croyaient aboutir. La guerre était finie. La France avait perdu. Continuer à résister n'était pas du courage. C'était de la stupidité. Mais von Bittenfeld ne comprenait pas ce que Tellier, lui, savait. La guerre n'était pas terminée tant qu'une forteresse française hissait encore le tricolore. Tant que ce drapeau flotterait sur Bitche, la France ne serait pas entièrement conquise. C'était une résistance symbolique, mais les symboles comptent. Parfois, ils comptent plus que la logistique. Décembre 1870 apporta le plus rude hiver dont on se souvienne. Les températures chutèrent jusqu'à -15 degrés. La neige ensevelit les lignes d'investissement. Les troupes prussiennes souffrirent atrocement. Elles s'attendaient à être rentrées pour Noël. Au lieu de cela, elles gelaient dans des tranchées au pied d'une forteresse qui refusait de se rendre. La désertion devint un problème. Des soldats s'éclipsèrent la nuit, regagnant l'Allemagne sans permission. La discipline commença à se déliter. Von Bittenfeld demanda des renforts pour remplacer les déserteurs et les malades. On les lui refusa. Le haut commandement prussien avait de plus graves soucis. Il assiégeait Paris, combattait des francs-tireurs dans la vallée de la Loire et devait composer avec le gouvernement de la Défense nationale qui refusait d'admettre la défaite. Il ne pouvait détacher de troupes supplémentaires pour une seule forteresse récalcitrante en Lorraine. Le siège s'éternisa. À l'intérieur de Bitche, la situation se dégradait sans s'effondrer. Les réserves alimentaires tenaient bon. Tellier avait bien calculé. Ils avaient assez de farine, de lard salé et de haricots secs pour tenir au moins jusqu'en mars 1871. L'eau ne posait pas de problème. Les citernes étaient en eau pleine et on pouvait faire fondre la neige. Le bois de chauffage se raréfiait. On durcit donc le rationnement. Le froid était brutal, mais on pouvait y survivre. La pression psychologique était plus difficile à supporter. Ces hommes étaient assiégés depuis 5 mois. Ils n'avaient aucune nouvelle du dehors, sinon la propagande prussienne proclamant la défaite totale de la France. Ils ignoraient si leur famille était vivante ou morte. Ils ne savaient pas si Paris était tombé. Ils ne savaient même pas s'il se trouvait encore quelqu'un pour se souvenir de l'existence de la forteresse de Bitche. Tellier prononça un autre discours dans la cour la veille de Noël. Il rappela à la garnison pourquoi elle se battait.
Il leur dit que même si la France avait perdu toutes ses batailles, même si Paris tombait, même si le gouvernement capitulait, la forteresse de Bitche serait le seul endroit où la France ne courberait jamais l'échine. Il leur dit que les générations françaises à venir se souviendraient de cet instant. Il leur dit que leurs enfants et petits-enfants raconteraient l'histoire des hommes qui avaient tenu Bitche quand le reste de la France était tombé. Il avait raison, mais il ne pouvait pas le savoir alors. Ce discours de la veille de Noël figure dans plusieurs mémoires de survivants. Les hommes regagnèrent leur caserne et le couchèrent dans des lettres qu'ils ne pourraient jamais envoyer. Ils le crurent. Ils y crurent parce qu'ils avaient besoin d'y croire. Car l'alternative, c'était d'admettre que leur souffrance n'avait aucun sens. Le 31 décembre 1870, les Prussiens lancèrent un assaut surprise. Une tentative sans conviction, mal coordonnée et en sous-effectif. Environ 1000 fantassins prussiens s'avancèrent dans la neige vers les défenses extérieures de la forteresse. Les artilleurs français, qui attendèrent depuis des mois une cible, ouvrirent le feu avec un effet dévastateur. Les boulets labourèrent les rangs prussiens. La mitraille faucha des files entières. L'assaut se brisa avant même d'atteindre les murailles. Les Prussiens se replièrent, laissant des dizaines de corps dans la neige. Ce fut un désastre pour le moral prussien et un formidable regain de confiance pour les Français. La garnison exulta sur les remparts. Ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient infligé une défaite. Tellier ne se réjouit pas. Il savait que cet assaut était le signe d'une frustration prussienne et qu'un ennemi frustré commet des erreurs. Il renforça la garde et se prépara au prochain assaut. Janvier 1871 apporta des nouvelles qui anéantirent à l'espoir de tous les hommes de la forteresse. Le 28 janvier 1871, Paris capitula. Le gouvernement de la Défense nationale signa un armistice avec la Prusse. La guerre était terminée, la France avait perdu. La nouvelle parvint aussitôt aux lignes du siège prussien. Elle atteignit Bitche 3 jours plus tard, lorsqu'un officier prussien s'avança à cheval sous drapeau parlementaire et remit des exemplaires de journaux français annonçant la capitulation. Tellier lut les journaux dans son bureau. Ses mains tremblaient. Tout ce qu'il redoutait s'était produit. L'empereur était prisonnier en Allemagne. Paris était tombé après 4 mois de siège. L'armée française avait été écrasée à la bataille du Mans. Le gouvernement provisoire avait signé un armistice humiliant qui mènerait à un traité de paix plus humiliant encore. La France était vaincue, conquise, occupée. L'officier prussien attendait la réponse de Tellier. Selon les clauses de l'armistice, toutes les forteresses françaises devaient se rendre dans un délai déterminé. L'officier apportait à Tellier un document à signer accusant réception des conditions de l'armistice et acceptant de livrer la forteresse. Tellier regarda le document, il regarda l'officier prussien. Il prit sa plume, la trempa dans l'encre et écrivit au bas de l'acte de capitulation « La forteresse de Bitche n'a reçu aucun ordre de reddition d'une autorité militaire française compétente. Tant que de tels ordres, émanant de commandants français, ne lui parviendront pas, cette garnison continuera de résister. » Il rendit le document à l'officier prussien et le congédia. L'officier repartit à cheval au quartier général de von Bittenfeld et transmit le message. Von Bittenfeld le lut, l'incrédulité laissant place à la fureur. La guerre était finie. Le gouvernement français avait capitulé. Quelle autorité pouvait bien primer sur le gouvernement national? Le raisonnement de Tellier était juridiquement tenable, mais, en pratique, c'était de la folie. L'armistice avait été signé par des civils, les hommes politiques du gouvernement de la Défense nationale. Tellier soutenait qu'en tant qu'officier, il recevait ses ordres de supérieur militaire, non de politicien civil dont il jugeait l'autorité discutable. Son supérieur militaire direct était le commandant en chef de l'armée du Rhin, le général Charles Bourbaki. L'armée de Bourbaki avait été anéantie en Suisse, et Bourbaki lui-même avait tenté de se suicider et avait perdu la raison. Il n'existait plus de chaîne de commandement opérationnelle. Tellier exploita ce vide bureaucratique. Il affirmait qu'il ne se rendrait que sur ordre d'une autorité militaire française légitime, et puisque pareille autorité n'existait pas ou ne pouvait l'atteindre à travers les lignes prussiennes, il ne pouvait se rendre. C'était une fiction juridique. C'était aussi le seul argument qui lui restait. Les Prussiens auraient pu tout bonnement l'ignorer et déclarer la forteresse prise en vertu des clauses de l'armistice. Mais un problème se posait. L'armistice stipulait que les forteresses devaient se rendre formellement et être remises selon la procédure militaire appropriée. Une forteresse qui refusait de reconnaître la capitulation ne pouvait être correctement considérée comme prise. Cela créait un problème diplomatique insolite. Les négociations de paix entre la France et la Prusse se poursuivaient à Versailles. Les Prussiens voulaient pouvoir prétendre qu'ils avaient pris toutes les forteresses françaises des territoires de l'Est afin de renforcer leur position de négociation. Mais ils ne pouvaient pas revendiquer Bitche, puisque Bitche refusait d'être prise. Les négociateurs français, menés par Adolphe Thiers, s'en emparèrent. Ils se mirent à utiliser Bitche comme monnaie d'échange.
Ils soutinrent que, la forteresse ne s'étant jamais rendue et résistant encore activement, cela prouvait que la France conservait une capacité de combat et devait obtenir de meilleures conditions de paix. C'était absurde. La guerre entière était perdue. Une forteresse qui tenait encore ne changeait rien sur le plan stratégique. Mais dans l'étrange monde de la négociation diplomatique, les symboles et les subtilités comptent. Bitche devint un symbole de la résistance française, l'unique forteresse à ne jamais tomber. À l'intérieur de la forteresse, Teillier expliqua sa décision à la garnison. Il les rassembla dans la cour par un matin de février glacial et leur dit la vérité. Paris était tombé, la guerre était perdue, la France allait signer une paix humiliante, ils avaient parfaitement le droit de se rendre désormais. Nul ne le leur reprocherait. Mais il leur dit que tant que les Prussiens encerclèrent la forteresse en exigeant sa reddition, tant que ce drapeau prussien flotterait dans la vallée en contrebas, il ne leur donnerait pas cette satisfaction. Il tiendrait la forteresse jusqu'à recevoir l'ordre direct d'un officier français de la remettre à l'armée française, et non aux Prussiens. Il soumit la question au vote, que ceux qui voulaient continuer à résister fassent un pas en avant. Tous firent un pas en avant. Non pas parce qu'ils pensaient de pouvoir changer l'issue de la guerre, non pas parce qu'ils croyaient qu'un secours allait arriver. Ils s'avancèrent parce que se rendre aux Prussiens après 7 mois de résistance leur semblait trahir chaque homme tombé, chaque nuit passée à grelotter, chaque repas sauté. Ils s'avancèrent parce que Teillier avait fait de ce siège non plus une opération militaire, mais une croisade morale. La forteresse de Bitche ne se battait plus pour la France. Elle se battait pour l'idée de la France qui ne se rend pas, la France qui tient bon. L'impact psychologique sur les assiégeants prussiens fut dévastateur. Ils avaient gagné la guerre, ils avaient appris Paris, ils avaient humilié la France. Mais ils ne parvenèrent pas à obtenir la reddition de cette forteresse. Von Bittenfeld demanda l'autorisation de lancer un assaut d'envergure. L'autorisation lui fut refusée. Le haut commandement prussien ne voulait pas sacrifier des hommes pour une forteresse symbolique alors que les négociations de paix étaient en cours. Von Bittenfeld reçut l'ordre de maintenir le siège tout en évitant les opérations de combat majeures. Ainsi, l'impasse se prolongea. Les Prussiens restaient dans leurs tranchées, regardant la fumée s'élever des cheminées de la forteresse, écoutant claquer au vent le drapeau français sans pouvoir y changer quoi que ce soit. Les Français, derrière leurs remparts, vivèrent de rations qui diminuaient et attendaient que quelque chose change. Février fit place à mars. Les rations à l'intérieur de Bitche diminuèrent encore. Teillier réduisit la ration quotidienne de pain à 300 grammes par homme. La ration de viande fut abaissée à 100 grammes un jour sur 2. Les hommes commencèrent à maigrir. Des cas de scorbut apparurent malgré les efforts pour conserver les légumes. Le médecin militaire signala une hausse des cas de dépression et d'anxiété. Mais les murs tenaient toujours. Les canons tiraient toujours. Le drapeau flottait toujours. Le 1er mars 1871, la France et la Prusse signèrent le traité de Francfort. La France accepta de verser 5 milliards de francs à titre de réparation de guerre et de céder les territoires d'Alsace et de Lorraine au nouvel empire allemand. Le traité stipulait que toutes les forces militaires françaises évacueraient les territoires cédés. Cela incluait, en théorie, la forteresse de Bitche. Sauf que Bitche refusait toujours de se rendre. Le traité créa un nouveau problème. Bitche se trouvait désormais techniquement en territoire allemand selon les termes de la paix. Mais la forteresse restait occupée par des troupes françaises qui refusaient de reconnaître la souveraineté allemande. L'Empire allemand exigea que la France ordonne la reddition de la place. Le gouvernement français, revenu à Paris et aux prises avec le chaos de l'insurrection de la Commune, envoya des messages à Bitche ordonnant à la garnison de cesser la résistance. Ces messages ne purent franchir les lignes prussiennes. Ou peut-être Teillier refusa-t-il de les reconnaître. Le dossier historique reste flou. Ce qui est certain, c'est que Teillier continua d'affirmer qu'il n'avait reçu aucun ordre valable de se rendre. Les Allemands étaient de furieux, mais prisonniers de leur propre protocole. Ils ne pouvaient pas assaillir la forteresse sans violer le traité de paix. Ils ne pouvaient pas non plus l'affamer, car cela violerait tout autant le traité. Il leur fallait que le gouvernement français ordonne la reddition de la garnison et que celle-ci obéisse. Finalement, à la mi-mars 1871, le gouvernement français dépêcha à Bitche un officier général, le général Nicolas Chanzy, porteur d'ordres écrits explicites enjoignant à Teillier d'évacuer la forteresse et de conduire sa garnison en territoire français. Chanzy faisait autorité. Il avait commandé la 2e armée de la Loire pendant la guerre. C'était un héros de la défense nationale. Teillier ne pouvait pas l'ignorer. Le 22 mars 1871, le général Chanzy se présenta sous drapeau parlementaire aux lignes du siège prussien. On l'escorta à travers les camps prussiens jusqu'aux portes de la forteresse. Teillier vint lui-même à sa rencontre. Chanzy remit les ordres écrits. Teillier les lut avec soin. Puis il posa à Chanzy une question préparée depuis des semaines. « Général, m'ordonnez-vous de livrer cette forteresse aux Prussiens ?»
Chanzy comprit aussitôt le piège. Il sourit. Non, commandant, je vous ordonne d'évacuer la forteresse et de conduire votre garnison en France. Vous ne vous rendez pas à l'ennemi. Vous vous retirez sur ordre de l'autorité militaire française. Tellier salua. Alors nous obéirons, mon général. La fiction juridique était achevée. Tellier ne s'était jamais rendu. Il se retirait sur ordre. La différence était purement sémantique, mais elle changeait tout. Le 26 mars 1871, après 7 mois et 18 jours de siège, la garnison de Bitche se prépara à quitter la place. Tellier rassembla ses hommes une dernière fois. Il leur dit qu'ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient tenu quand tous les autres étaient tombés. Ils avaient prouvé que le courage et la détermination pouvaient l'emporter sur la supériorité numérique et la puissance de feu. Ils avaient montré au monde que la France, malgré la défaite militaire, n'avait pas l'âme brisée. Puis, il donna son ultime ordre. Il sortirait avec tous les honneurs militaires. Il sortirait en formation, tambour battant et couleurs déployées. Il ne se faufilerait pas comme des vaincus. Il partirait comme une armée jamais vaincue. Les portes s'ouvrirent. La garnison sortit en ordre parfait, 2600 hommes. Ils avaient perdu environ 200 soldats pendant le siège, victimes de maladies, d'accidents et à l'occasion d'un coup d'artillerie. Ils avaient tiré des dizaines de milliers d'obus sur les Prussiens. Ils avaient enduré des mois de bombardements, de rations de famine et de guerres psychologiques. Et ils ne s'étaient jamais rendus. Les troupes prussiennes rangées le long de la route regardaient en silence la garnison française défiler. Cela devait être un moment de triomphe prussien, mais l'impression était tout autre. Ces Français sortirent la tête haute, drapeaux déployés, fusils à l'épaule. Ils avaient l'allure des vainqueurs, non des vaincus. Von Bittenfeld observait depuis la tente de son quartier général. On lui avait ordonné de laisser les Français sortir sans être inquiétés et de prendre officiellement possession de la forteresse une fois qu'ils auraient quitté les lieux. Il obéit, mais la pilule était amère. Il avait investi cette forteresse avec 20 000 hommes. Il avait fait tirer plus de 50 000 obus contre ses murailles. Il avait perdu des centaines de soldats, victimes de la maladie et du froid, pendant le siège. Et après 7 mois, il ne l'avait toujours pas prise. Les Français s'étaient de contenter de s'en aller quand bon leur sembla. Quand le dernier soldat français eut franchi les lignes prussiennes, Tellier se retourna sur sa selle et jeta un dernier regard à la forteresse. Le drapeau tricolore flottait encore au sommet de la plus haute tour. Il avait ordonné qu'on le laissât là. Selon les termes du retrait, les Prussiens ne pouvaient pénétrer dans la forteresse qu'une fois les Français entièrement évacués. Cela signifiait que le drapeau français flotterait sur Bitche encore quelques heures après le départ de la garnison. C'était un ultime geste de défi. La garnison marcha vers l'ouest, en direction de la nouvelle frontière française. La marche dura 3 jours. Les civils français des villages le long de la route sortirent pour les voir passer. Ils apportèrent de la nourriture, du vin et des fleurs. Ils acclamèrent, ils pleurèrent. Ils avaient vécu des mois sous l'occupation prussienne, voyant leur pays s'effondrer, et voilà qu'ils assistaient à quelque chose qu'ils croyaient ne plus jamais revoir, une armée française qui n'avait pas été vaincue. Lorsque la garnison franchit la frontière et entra en territoire français, des autorités militaires et des journalistes français l'attendaient. Les journalistes se pressèrent autour de Tellier, exigeant de savoir comment il avait tenu si longtemps. Tellier leur donna une formule que les journaux français allaient citer pendant des années. « Nous avons tenu parce que nous avons refusé d'envisager une autre issue. La reddition n'était pas une option, la victoire était impossible. Alors nous avons choisi l'endurance. » La garnison fut officiellement dissoute au début d'avril 1871. Les hommes furent renvoyés chez eux auprès de leurs familles. La plupart revinrent à la vie civile. Certains rejoignirent les forces françaises qui combattaient la Commune de Paris. Quelques-uns se rengagèrent dans l'armée en temps de paix. Tellier fut promu général et reçut le commandement d'une garnison dans le sud de la France. Il servit encore 10 ans avant de prendre sa retraite. Il mourut en 1889, peu avant son 71e anniversaire. Il parla peu du siège dans ses dernières années, mais son dossier personnel contient des dizaines de lettres d'anciens membres de la garnison de Bitche le remerciant de leur avoir donné, durant l'heure la plus sombre de la France, une raison d'être fieuse. La forteresse de Bitche elle-même fut démantelée par les Allemands en 1872. Ils ne voulaient pas qu'un symbole de la résistance française se dresse sur le sol allemand. Ils abattirent les murs qui avaient résisté à leur artillerie. Ils comblèrent les citernes et les magasins à poudre. Ils tentèrent de l'effacer, mais ils ne purent en effacer le souvenir. L'histoire de Bitche devint presque aussitôt légendaire en France. Dans la défaite catastrophique de la guerre franco-prussienne, où la France avait perdu toutes les grandes batailles, où l'empereur avait été capturé, où Paris avait été assiégé et humilié, Bitche apparaissait comme la seule lueur. Elle devint un point de ralliement de la fierté française. Écrivains et historiens s'en emparèrent. Des livres furent publiés sur le siège. Les manuels scolaires reprirent ce récit comme exemple du courage français. Les vétérans du siège furent traités en héros.
La formule Bitch ne se rend pas devint un slogan. On utilisa cette histoire pour reconstruire le moral des Français dans les décennies qui suivirent la guerre. La France avait été vaincue militairement, mais l'esprit de résistance incarné par Thélier et sa garnison prouvait que le courage français ne s'était pas éteint. Cela comptait énormément pour la psychologie nationale française. La Troisième République, née des cendres de la défaite du Second Empire, avait besoin de symboles de résilience. Bitch fournissait ce symbole. Pendant la Première Guerre mondiale, lorsque la France dut de nouveau faire face à une invasion allemande, on invoqua sans cesse le souvenir de Bitche. Des affiches montrèrent la forteresse, assorties de légendes exhortant les Français à résister comme Thélier avait résisté. La formule « Ils ne passeront pas », rendue célèbre à Verdun, faisait écho à « Bitch ne se rend pas ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France tomba en 6 semaines face à l'Allemagne nazie, le souvenir de Bitche devint douloureux. Il rappelait une époque où des Français avaient choisi de livrer des combats sans espoir plutôt que de se rendre. Le régime de Vichy ne fit pas de Bitche un symbole parce qu'il incarnait précisément ce que la collaboration n'était pas. Les forces françaises libres de Charles de Gaulle, en revanche, s'en emparèrent. De Gaulle lui-même évoqua le siège de Bitche dans ses discours, faisant le lien entre son refus d'accepter la capitulation de la France en 1940 et celui de Thélier en 1871. Après la Seconde Guerre mondiale, la forteresse fut en partie reconstruite en mémorial. Aujourd'hui, on peut visiter la citadelle reconstruite. On peut parcourir les remparts où les hommes de Thélier se tenaient durant le bombardement. On peut voir les casernes où ils endurèrent 7 mois de siège. Un musée expose des objets du siège. Des boulets de canon incrustés dans les murs, les journaux manuscrits, des lettres jamais envoyées, le drapeau en lambeaux qui flottait lors de la sortie finale. L'armée française honore toujours le siège de Bitche. Les écoles militaires l'enseignent comme un exemple de commandement dans des circonstances impossibles. On s'en sert pour illustrer l'importance du moral, de la logistique et de la volonté de résister. D'un point de vue purement militaire, le siège de Bitche n'apporta rien sur le plan stratégique. La guerre était perdue. Tenir une forteresse n'en changea pas l'issue. La France perdit malgré tout l'Alsace et la Lorraine. Elle dut malgré tout payer les réparations, elle subit des décennies d'humiliation. Mais, d'un point de vue psychologique et culturel, Bitche accomplit quelque chose de profond. Cela prouva qu'une défaite militaire n'est pas synonyme de défaite morale. Cela montra que, même quand la cause est perdue, la résistance a du sens. Cela démontra que les symboles comptent, que les gestes de défi résonnent dans l'histoire bien après que la situation tactique a été oubliée. La question qui continue d'animer les historiens est de savoir si la décision de Thélier était justifiée. Il maintint 2800 hommes dans une forteresse assiégée pendant 7 mois, alors que la guerre était, de fait, perdue. Ces hommes auraient pu rentrer auprès de leurs familles. Ils auraient pu éviter des mois de souffrance, de froid, de faim et de peur. Cela en valait-il la peine? L'argument utilitariste répond non. Ces souffrances n'ont abouti à aucun objectif militaire concret. La forteresse fut de toute façon abandonnée. Les hommes ont enduré ces épreuves pour un geste symbolique. Mais l'argument symbolique répond oui. Ces hommes se sont portés volontaires pour rester. Ils ont voté pour continuer le combat. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont choisi d'endurer parce qu'ils croyaient que leur résistance signifiait quelque chose qui les dépassait. Et ils avaient raison. Leur résistance avait un sens. Elle signifiait que la France, malgré une défaite militaire catastrophique, comptait encore des soldats prêts à livrer des combats sans espoir. Elle signifiait que la tradition militaire française, l'honneur et le courage avaient survécu au désastre de 1870. Elle a donné aux générations futures une histoire à raconter, une tradition à honorer, un étendard à tenir, Haut. Les soldats qui ont tenu Bitche se sont inscrits dans la longue lignée de la résistance militaire française qui remonte à Vercingétorix face à César, à Jeanne d'Arc face aux Anglais, aux armées révolutionnaires face à toute l'Europe, à Verdun face à l'assaut allemand. Thélier l'avait compris. Ce n'était pas un romantique naïf, c'était un professionnel calculateur qui savait que les armées se battent pour des raisons qui dépassent l'avantage tactique immédiat. Elles se battent pour une identité. Elles se battent de par fierté. Elles se battent pour l'histoire qu'elles raconteront à leurs petits-enfants. Les commandants prussiens ne l'ont jamais compris. Ils voyaient en Bitche un gaspillage irrationnel de moyens. Ils ne comprenaient pas pourquoi Thélier n'acceptait pas tout simplement la réalité logique de la défaite. Pour eux, la guerre se résumait aux effectifs, à la logistique et à la puissance de feu. Ils avaient raison sur la guerre. Ils se trompèrent sur ce qui compte pour les soldats. Les chiffres ont gagné la guerre franco-prussienne. L'armée prussienne était plus nombreuse, mieux équipée et mieux organisée. Elle a remporté toutes les grandes batailles. Elle a capturé l'empereur des Français. Elle a assiégé Paris. Elle a gagné, mais elle n'a pas pu faire capituler Bitche. Et cet échec, cet unique échec symbolique, les a hantés.
Lorsque, dans les décennies suivantes, les historiens militaires allemands ont écrit sur la guerre franco-prussienne, ils ont peiné à expliquer Bitche. Cela ne cadrait pas avec leur récit d'une victoire allemande totale. C'était un astérisque, une note de bas de page, une anomalie. Les historiens français, au contraire, ont beaucoup écrit sur Bitche. Elle s'inscrivait parfaitement dans leur récit d'une résilience et d'un courage français face à des forces écrasantes. Cette histoire est racontée et redite depuis plus de 150 ans parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Nous admirons ceux qui refusent d'abandonner même lorsque renoncer est le choix rationnel. Nous admirons le refus de plier face à une défaite certaine. Nous admirons le soldat qui plante le drapeau et lance « On ne passe pas ». Theillier et sa garnison ont donné à la France cette histoire. Ils ont offert aux générations futures un modèle de résistance. Lorsque, pendant la Première Guerre mondiale, les soldats français ont tenu Verdun malgré des pertes vertigineuses, ils s'inscrivaient dans la lignée de Theillier. Quand les forces françaises libres ont refusé d'accepter la défaite pendant la Seconde Guerre mondiale, elles s'inscrivaient dans la lignée de Theillier. Lorsque Charles de Gaulle a déclaré « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre », il s'inscrivait dans la lignée de Theillier. Les enseignements techniques du siège méritent eux aussi d'être examinés. La réussite de Theillier ne devait rien au hasard. Elle résultait d'une préparation méticuleuse et de décisions de commandement avisées. D'abord, il a correctement préparé la forteresse. Il a constitué des stocks tant qu'il en avait encore le temps. Trop de forteresses, en 1870, ont capitulé non parce que leurs murs avaient cédé, mais parce qu'elles n'avaient plus de vivres. Theillier a calculé ses besoins et en a prévu davantage. Deuxièmement, il a compris la logique mathématique de la guerre de siège. Il savait qu'une forteresse bien approvisionnée, dotée d'une artillerie suffisante et défendue par des hommes compétents pouvait tenir presque indéfiniment contre tout, sauf un assaut résolu. Il a parié que les Prussiens ne seraient donc pas disposés à en payer le prix. Il avait raison. Troisièmement, il a maintenu le moral par un mélange de discipline, de communication et d'un commandement à forte portée symbolique. Il se montrait chaque jour à ses hommes. Il partageait leurs privations. Il expliquait ses décisions. Il a donné un sens à leur action qui dépassait la situation tactique du moment. Quatrièmement, il a exploité la confusion administrative et juridique de la période d'armistice. Son argument selon lequel il ne pouvait se rendre qu'à une autorité militaire française était techniquement absurde mais juridiquement assez défendable pour créer des complications diplomatiques aux Prussiens. Cinquièmement, et peut-être surtout, il a compris que, dans certaines circonstances, la valeur symbolique de la résistance l'emporte sur l'intérêt pratique de la reddition. Il ne se battait pas pour gagner la guerre. Il se battait pour préserver l'honneur français et donner à la France de quoi être fière. Ces leçons ont été étudiées par des militaires professionnels dans toute l'Europe. Le siège a influencé pendant des décennies la conception des fortifications et les tactiques de siège. Il a démontré que des fortifications bien conçues, même bâties un siècle plus tôt, pouvaient encore résister à une artillerie moderne si elles étaient correctement défendues. Il a aussi mis en évidence les limites de l'artillerie. Les Prussiens ont tiré plus de 50 000 obus sur Bitche sans parvenir à la réduire. Cela a influé sur la réflexion militaire quant au rôle des fortifications dans la guerre moderne. Les Français ont construit une vaste ligne de forteresses le long de leurs frontières orientales dans les années 1880 et 1890, en partie inspirées par la réussite de Bitche. Ces forteresses, le système serré de rivières, ont été conçues pour résister à une invasion allemande lors d'une guerre future. Les Allemands, tirant les leçons de leur échec à Bitche, ont développé une artillerie de siège encore plus puissante, les fameux obusiers Grossbertha qui pulvériseraient des forteresses belges et françaises pendant la Première Guerre mondiale. La course aux armements s'est poursuivie. Bitche a aussi influencé la réflexion sur les rapports civilo-militaires. Le refus de Theillier d'obéir au gouvernement civil a soulevé des questions sur l'autorité militaire et le contrôle civil de l'armée. Un chef militaire doit-il pouvoir passer outre aux décisions du gouvernement élu? En temps normal, non. Mais Theillier a fait valoir que les circonstances n'étaient pas normales. Le gouvernement civil n'avait été nommé par personne, ne bénéficiait d'aucune légitimité démocratique et agissait sous la contrainte d'un conquérant étranger. C'était un précédent dangereux, mais dans ce cas précis, il a été célébré. La Troisième République française, qui se targuait du contrôle civil de l'armée, a dû concilier ses principes avec la célébration de la désobéissance de Theillier. Elle y est parvenue en soutenant que Theillier n'avait pas, à proprement parler, désobéi, puisqu'il obéissait à une loi supérieure, la défense de l'honneur français. C'était une fiction commode, mais elle leur a permis d'honorer Theillier tout en préservant leurs principes politiques. Aujourd'hui, le siège de Bitche n'est pas aussi connu à l'international que des batailles comme Waterloo ou Verdun, mais en France, et tout particulièrement en Lorraine, il demeure un symbole puissant. La ville de Bitche célèbre chaque année l'anniversaire du siège.
Des reconstituteurs en uniforme d'époque rejouent la sortie de la garnison. Les écoliers apprennent cette histoire dans leur programme d'histoire régionale. La forteresse elle-même, bien qu'en partie détruite et en partie reconstruite, reste un lieu de pèlerinage pour les passionnés d'histoire militaire et les patriotes français. Vous pouvez encore voir les cicatrices de l'artillerie prussienne sur les murs de grès. Vous pouvez parcourir les casernes où 2800 hommes ont enduré 7 mois de siège. Vous pouvez vous poster sur les remparts et contempler la vallée où 20 000 soldats prussiens ont jadis campé sans parvenir à réduire la place. Cette histoire résonne parce qu'elle est, au fond, une histoire humaine. Elle parle d'hommes ordinaires, de soldats qui n'étaient ni des gardes d'élite, ni des généraux célèbres, et qui ont fait un choix extraordinaire. Ils ont préféré la souffrance à la reddition, l'honneur au confort, la résistance à la résignation. Et ils l'ont fait non parce qu'on les y contraignait, mais parce qu'ils croyaient que cela avait un sens. Le commandant Louis Teillier n'était pas un tacticien de génie comme Napoléon. Il n'a remporté aucune bataille célèbre. Il n'a jamais commandé une armée en campagne. Toute sa renommée militaire tient à une seule décision: refuser la capitulation quand la capitulation s'imposait. Mais cette décision résonne à travers l'histoire parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental dans l'âme humaine: le refus d'accepter la défaite, la détermination à résister même lorsque la résistance paraît vaine, la conviction que certaines choses méritent de qu'on se batte même quand le combat ne peut pas être gagné. Voilà pourquoi l'histoire de Bitche continue d'être racontée 150 ans plus tard. Voilà pourquoi on l'enseigne dans les écoles militaires et on la raconte dans les livres. Voilà pourquoi le drapeau qui a flotté sur cette forteresse en mars 1871 est conservé dans un musée et honoré comme une relique sacrée, parce qu'il représente l'instant où un petit groupe de Français acculés a fait face à un rapport de forces écrasant et a dit simplement non. Si vous êtes allé jusque-là, vous venez de vivre l'une des plus extraordinaires histoires de résistance militaire de l'époque contemporaine. Le siège de Bitche n'est pas aussi célèbre que les Thermopyles ou l'Alamo, mais il le mérite. C'est une histoire de courage, de sens du commandement et de la puissance de la résistance symbolique. C'est une histoire qui nous rappelle que la victoire militaire ne se mesure pas toujours aux territoires conquis ni aux ennemis tués, mais parfois à des drapeaux qui continuent de flotter quand tous s'attendaient à les voir tomber. Si cette histoire de défi et d'honneur vous a touché, merci de mettre un j'aime à cette vidéo. Cela aide ces chapitres oubliés de l'histoire à toucher davantage de personnes qui ont besoin de les entendre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine plongée au cœur des batailles qui ont façonné des nations et marqué des générations. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, Teissier a-t-il pris la bonne décision ? La souffrance de sa garnison était-elle justifiée par la valeur symbolique de leur résistance? Ou aurait-il dû se rendre quand la guerre était manifestement perdue et épargner à ses hommes des mois d'épreuves? Était-ce un glorieux baroud d'honneur ou un gâchis inutile de vies humaines? Le débat est ouvert ci-dessous. Les soldats de Bitchen ne peuvent pas répondre à ces questions. Ils ont fait leur choix pendant l'hiver 1871. Ils ont choisi d'endurer. Ils ont choisi de résister. Ils ont choisi de donner un sens à leur souffrance. Et que l'on approuve leur choix ou non, on ne peut nier que, 150 ans plus tard, nous parlons encore d'eux. Leurs noms sont gravés dans la pierre sur des monuments aux 4 coins de la France. Leur histoire est enseignée aux enfants. Leur forteresse se dresse comme un monument à l'idée que certaines redditions ne valent pas la paix qu'elles apporteraient. Dans l'hiver glacé de 1870, sur la colline d'une forteresse de l'Est de la France, 2800 hommes décidèrent qu'ils préféraient mourir de faim plutôt que plier le genou. Les Prussiens avaient le nombre. Ils avaient l'artillerie. Ils avaient la victoire, mais ils ne purent pas contraindre Bitche à capituler. Et lorsque ces 2800 hommes sortirent enfin le 26 mars 1871, ils marchèrent comme une armée qui n'avait jamais été vaincue. Ils marchèrent, tambours battants et couleurs au vent. Ils défilèrent devant 20 000 soldats prussiens qui, 7 mois durant, avaient tenté de les faire capituler en vain. La forteresse retomba dans le silence après leur départ. Les Prussiens entrèrent et découvrirent des casernes vides, des magasins épuisés et des murailles balafrées par leur propre artillerie. Ils n'avaient remporté que des pierres. La victoire, la vraie, était partie en même temps que la garnison. Car la victoire n'avait jamais tenu à la forteresse. Elle tenait au refus d'accepter la défaite. Elle tenait au drapeau resté hissé jusqu'à la toute dernière seconde. Elle tenait au message adressé à la France et au monde, même dans l'heure la plus sombre, même lorsque la guerre est perdue, que l'empereur est fait prisonnier et que la capitale est tombée, il se trouvera encore des Français pour se dresser et dire « Jusqu'ici et pas plus loin. Nous ne nous rendons pas, nous endurons. Voilà l'héritage de Bitche. Voilà pourquoi cette histoire compte. Voilà pourquoi, 150 ans plus tard, nous racontons encore l'histoire de la forteresse qui ne capitula jamais. »